Travailler plus ou travailler mieux? C'est la question qui traverse notre époque face à la polycrise du travail qui était, le sujet de la saison 1 de À bout de taf. Donc crise écologique, crise démographique, technologique, mais aussi, de sens et de reconnaissance. Comment inventer un futur du travail qui soit soutenable et démocratique? Alors bienvenue dans À bout de taf, dans la continuité du documentaire, comme je le disais, nous ouvrons ici un espace un petit peu hors saison, une sorte d'agora du travail, un lieu pour débattre, réfléchir, confronter des idées aussi, des points de vue avec des chercheurs, des auteurs, des experts. Notre objectif, il est clair, on veut replacer le travail réel au centre de la conversation publique. Alors aujourd'hui, on va donc parler, du travail et mieux. Alors hasard du calendrier, nous sommes le 8 septembre. Je le dis parce que c'est un sujet, clé, le travail et donc on va parler du livre éponyme «Travailler mieux», qui c'est un livre collectif qui a été dirigé par Bruno Palier et Christine Herrel. Au-delà du constat, on est vraiment dans une proposition. L'idée, c'est de mettre la qualité du travail au cœur d'une nouvelle stratégie de prospérité et je voulais le dire aussi, Travailler mieux, c'est aussi un recueil de propositions en ligne, donc sur un site, Site de la vie des idées, c'est ça, voilà. qui est en fait, associé à la publication aussi. Oui, donc c'est comme ça que j'ai découvert en fait, je vous ai découvert et j'ai découvert toutes ces idées autour, du travail. Donc c'est un recueil, ce que je disais, de propositions qui s'appuient sur les acquis, des sciences du travail pour repenser la qualité donc du travail en France. Alors pour discuter de tout ça aujourd'hui, je suis avec d'abord Bruno Palier, qui est donc directeur de recherche au CNRS, spécialiste des politiques, sociales, de l'emploi, et de l'État social en Europe. Et aussi, Coralie Pérez, donc qui est ingénieure de recherche en économie à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, chercheuse, au Centre d'économie de la Sorbonne également. Vous avez aussi, je le dis, co-signé un super ouvrage que j'ai beaucoup aimé, sur le sens du travail avec Thomas Coutreau. C'est pareil, pour moi, c'est une bible, sur le sens du travail, c'est passionnant. Et concernant Travailler mieux, vous avez donc coécrit 2 chapitres, sur la démocratie et l'IA, au service des travailleurs. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Je vous propose de démarrer avec une première question. C'est une question qu'on pose à vraiment tous nos invités à bout de taf. Quand on parle de polycrise du travail, selon vous, quelle est la plus grande crise? On peut aussi parler de défis ou d'enjeux qui traversent aujourd'hui le travail. Vous avez la parole. Vous pouvez commencer, Coralie ou Bruno, comme vous le souhaitez. Bah, je dirais que peut-être ce qu'ont en commun, ces crises, c'est que, à leur origine, il y a cette logique prédatrice du capitalisme financier qui, finalement est nuisible tant à nos écosystèmes qu'au travail et à la santé, des travailleurs. Donc peut-être, l'urgence, le défi, ce serait de freiner, cette logique que notre collègue Isabelle Ferras qualifie aussi d'extractiviste, pour, justement, redonner du souffle, au travail et on le voit bien d'ailleurs avec, l'IA, hein, l'intelligence, artificielle. Au-delà des usages, qu'on peut en faire, elle a un coût énergétique, extrêmement, important. Donc voilà, toutes ces crises dont vous avez parlé, me semblent assez fortement reliées, au capitalisme, financier. Donc là, Bruno. Coralie, elle nous parle de la cause majeure, en fait, des évolutions des 30 à 40 dernières années, je pense, où on voit la fin de ce qu'on avait pu appeler le compromis keynésien, c'est-à-dire que Mmh. le capital gagnait de l'argent, mais les salariés aussi. Ils ne gagnaient pas que de l'argent, ils gagnaient de la sécurité sociale en France, ils gagnaient des perspectives d'avenir, ils gagnaient de l'ascension sociale. Par les hommes, hein, il faut quand même le dire, mais les hommes et leurs familles et leurs enfants bénéficiaient de ça, aussi avec les dépendances que ça a pu créer. Mais il reste que, et la rupture, c'est que face au ralentissement de la productivité pour aller vite, le capital a dit bah, c'est tout pour moi quoi, maintenant. Alors, sauf peut-être quand même une partie des plus éduqués parmi les salariés, cadres et employés, dont on voit moins la baisse de perspective ou la stagnation. Moi, la crise qui me paraît majeure aujourd'hui, en France en particulier le 8 septembre, mais en fait aux États-Unis, en Europe, c'est la crise démocratique. Dans la mesure où si jamais de plus en plus de pays basculent dans l'illibéralisme, des régimes de droite radicale, voire extrême, ça va être des accélérateurs politiques de toutes les autres crises. C'est-à-dire qu'on voit bien que Trump arrête tout ce qui a été décidé sur l'environnement. Il donne les mains libres par l'absence de taxation et la dérégulation
aux chefs d'entreprise multimilliardaires. Il met en place des forces de police de coercition. Donc on voit bien qu'en termes de liberté, d'égalité, de bien-être, etc., des gouvernements autoritaires ou libéraux sont des accélérateurs des crises dans lesquelles on est. Moi, j'y insiste beaucoup parce que une partie de l'explication de la crise démocratique, c'est-à-dire l'absence de confiance, le vote pour la droite radicale, une partie de l'abstention, vient, et beaucoup de travaux de sciences politiques le montrent, de la crise du travail. Très clairement, de plus en plus de travaux, et Thomas Coutreau, un des Le premiers bras à long l'avoir du fait, travail, je crois. le long bras Mm. du travail. Ça Le bras s'appelle long du le bras travail, je long crois. du travail, Ouais. voilà. Mais il y a beaucoup de travaux européens qui le montrent aussi. L'absence d'écoute, l'absence de reconnaissance, le sentiment d'être exclu dans son propre travail, d'être écrasé par un management vertical, débouche sur du vote pour les droites radicales. Et c'est démontré dans beaucoup de pays européens. Juste une question, c'est droite radicale, mais aussi droite, toutes les extrêmes, ou c'est vraiment, on est sur la droite Ça, c'est une question que je me pose. C'est le problème en retour pour la gauche, c'est que non, ça ne se traduit pas sur une augmentation du vote à gauche, en tout cas à partir des questions de travail. Il y a du vote à gauche radicale sur d'autres questions, sociétales, de migration, de traitement des quartiers en France, par exemple, des choses comme ça. Mais sur la question à partir de la question du travail, on voit que c'est pas vers là que ceux qui sont préoccupés par la façon dont ils sont traités au travail vont traduire ça dans soit de l'abstention, soit du vote. Voilà, ça rejoint un des points importants à noter, c'est que le travail n'est pas encore au cœur de la conversation publique, pour reprendre vos propres mots. Et donc, ce n'est pas perçu comme quelque chose qui doit être saisi par les partis politiques, qui doit devenir un enjeu clé de débat public et de politique publique. C'est étonnant, parce que c'est vrai qu'on y passe tous tellement de temps. C'est toujours étonnant qu'on ne parle pas du vrai sujet, ou alors on le contourne, ou on fait des prétéritions. Enfin voilà, on en parle sans en parler. Et c'est vrai que c'est très étonnant. Je me suis toujours questionnée sur ce sujet. Ou alors, on en parlait tout à l'heure, on parle du travail comme de manière, le terme grec chrono, c'est-à-dire la durée, et puis basta, quoi, pour dire les choses trivialement. Donc, c'est vrai que je m'interroge beaucoup là-dessus. Donc, de toute façon, on va parler de cette démocratie au travail un peu plus loin dans la discussion. Je vous propose, avant de démarrer sur le livre, je voulais revenir sur des chiffres que vous avez partagés, Bruno. C'est comme ça que j'ai découvert cette enquête d'Ipsos pour Équilibre. Donc, c'est des chiffres intéressants qui montrent un certain paradoxe vécu par les salariés vis-à-vis du travail, donc le fameux rapport au travail dont on parle tant. Les salariés sont 68% à exprimer une très bonne satisfaction au travail. 40% éprouvent un niveau élevé, voire très élevé de fatigue, à contrario. Oui. 32% ressentent un stress élevé ou très élevé. 21% une forte pénibilité. 18% expriment un mal-être élevé ou très élevé. Et le dernier est assez intéressant. 23% ont subi des violences dans le cadre de leur travail au cours des 6 derniers mois. Alors, ce que je disais, je trouve que ça exprime un certain paradoxe, parce qu'en France, on est très attaché au travail, et néanmoins, on vit une grande souffrance. Est-ce que vous pouvez m'aider à décrypter tous les deux, grâce à votre vision, à votre expérience, à vos recherches, pourquoi un tel... que je traduis comme un paradoxe, mais peut-être que ça ne l'est pas du tout. Alors effectivement, le paradoxe n'est qu'apparent, et pour prolonger ce que disait Bruno sur le fait que le travail est peu discuté sur la place publique, je dirais qu'on parle souvent d'emploi. Et donc, et des attributs de l'emploi, la stabilité ou au contraire la précarité de l'emploi, la rémunération, les droits sociaux liés à l'emploi. Et quand on pose la question de la satisfaction au travail, souvent les personnes enquêtées répondent la satisfaction d'avoir un emploi. Le mot travail est polysémique. Il y a de nombreux travaux, notamment en sociologie, je pense notamment aux travaux de Marianne Dujarrier, qui invitent à bien préciser ce dont on parle quand on parle de travail. Alors évidemment, ce qu'ont montré certains travaux, c'est que généralement, 8 personnes sur 10 se déclarent satisfaites
de leur travail et que lorsque le taux de chômage est élevé, il y a d'autant plus de personnes qui s'estiment satisfaites. Donc on voit bien que là, elles répondent au regard du fait d'avoir un emploi. Alors si on va maintenant sur le travail comme activité, et c'est ce Ouais. qu'illustrent les autres chiffres que vous avez mentionnés, eh bien travailler est douloureux pour un certain nombre de personnes. Bien parce que, lorsqu'on s'engage dans le travail, eh bien, on peut avoir, des conditions de travail, difficiles, être, stressé, c'est-à-dire soumis à des exigences, par exemple, émotionnelles, ne pas avoir les marges de manœuvre suffisantes qui donnent, voilà, le sentiment de pouvoir mieux s'impliquer au travail. Et donc c'est ce que nous avons, nous, voulu aussi travailler avec cette question du sens du travail, c'est de ne pas en rester à la satisfaction comme étalon de mesure, en quelque sorte, du bien-être au Ouais, bien travail, sûr. pour, mieux, cerner, ce que le travail réel fait aux salariés et les difficultés finalement auxquelles ils sont confrontés en travaillant. Peut-être revenir sur les 3 indicateurs du sens au travail, ils sont très intéressants. Je vous passe la parole juste après Bruno, mais je pense peut-être pour, ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas lu ce merveilleux livre qu'il faudrait lire sur le sens au travail, revenir sur les 3 grands indicateurs que vous utilisez, donc cohérence éthique, le développement des compétences et l'utilité sociale si je ne me trompe pas. Alors Heu, effectivement, on a cherché à conceptualiser, le sens du mmh, travail, car, dans les entretiens avec les salariés, hein, tout est venu de là justement, on entendait souvent exprimer, le sentiment de perte de sens du mmh, travail. Je parlais du capitalisme financier, même des ingénieurs ou des cadres qui gagnent très, très bien leur vie, qui sont dans des organisations, qui, voilà, sont florissantes, peuvent avoir, je dirais, des questions sur le sens qu'ils peuvent donner à leur activité. Par exemple, en ce moment, je fais des entretiens avec des ingénieurs de l'aéronautique. Quel sens ça a de construire toujours plus d'avions alors que on ouais, sait que ça a des d'accord. conséquences tout à Mmh. fait néfastes sur l'environnement. Donc pour conceptualiser le sens du travail, nous, on est allé chercher du côté de la psychodynamique du travail, des ergonomes, car notre discipline n'était pas vraiment équipée pour justement analyser le travail réel. Et donc, on est arrivé effectivement à 3 dimensions qui sont le sentiment d'utilité sociale. Donc ça a à voir avec les questions qu'on peut se poser sur les finalités de notre travail, la cohérence éthique, Mmh. voilà, quelles sont, finalement, quelle est ma capacité dans mon organisation à pouvoir faire un travail de qualité. Ce qui renvoie aussi à des questions de démocratie, hein, de la possibilité qu'ont ou non les personnes à pouvoir discuter de la manière dont elles travaillent et de leur organisation du travail qui leur est souvent, imposée. Et puis enfin, la capacité de développement, c'est-à-dire un travail qui a du sens, c'est aussi un travail dans lequel, eh bien, on peut apprendre, on peut mettre en œuvre, finalement son intelligence, sa créativité et disposer d'une autonomie, suffisante, pour cela. Donc voilà les 3 dimensions, qui constituent selon nous, le sens, du travail. Merci beaucoup. Bruno, peut-être que vous voulez, Moi, compléter? juste un mot, c'est très important de faire le bon diagnostic et d'avoir les bons concepts parce que c'est sur la base de cela qu'on bâtit les propositions. On verra bien quand on va commencer à parler des propositions que c'est à partir, par exemple, de ces 3 dimensions qu'on cherche à développer, une dynamique positive, de montée en qualité, d'amélioration des choses. Donc, il n'y a pas de déconnexion entre, le diagnostic, Mmh. ce qui va mal et les propositions. Au contraire, nous, ce qu'on essaye de faire dans nos travaux, l'ensemble des gens en sciences sociales, c'est de comprendre, profondément les mécanismes à l'œuvre qui font que les Français, vous le rappeliez, sont, moi je dis déçus par le travail en fait. Mmh. Et les Français en attendent plus que d'autres populations européennes, mais une fois sur place, une fois au boulot, ils sont assez déçus. Moi j'ai cette expression de dire c'est pas la grande démission, c'est la grande déception en fait en France. Mais on essaie de comprendre les mécanismes, donc le travail de Coralie et Thomas est extrêmement important pour construire les bases de propositions. Je vous propose peut-être d'aller sur un peu plus loin maintenant, enfin, en démarrant avec l'intro du livre. Donc c'est Bruno, vous avez, pris la plume avec, Christine Herrel et vous montrez que le travail, travailler mieux, c'est pas seulement un sujet d'entreprise, donc microéconomique, c'est intéressant. C'est un enjeu social, économique, environnemental et politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, cette dimension, on peut appeler systémique ou globale, Pour la dimension politique, je crois que j'y ai fait référence tout à l'heure, c'est-à-dire que, Ouais, ouais. le mal-être, au Ouais. travail, l'insatisfaction, voire le ressentiment qui Mmh. peuvent, venir, au travail a des traductions politiques.
On l'a très bien vu sur la réforme des retraites, c'est-à-dire que les gens allaient dans la rue et les gens, c'était pas des feignants, contrairement à ce que beaucoup de commentateurs disaient. C'est des gens qui disaient: «Moi, je ne peux pas travailler 2 ans de plus dans ces conditions». Et c'est pas simplement une parole de française, c'est la réalité des chiffres. Quand vous voyez le nombre, de personnes qui, ni en emploi ni en retraite avant l'âge de la retraite pour Ouais. des raisons de santé, pour des raisons de comportement d'entreprise, c'est-à-dire qu'on les a fait partir, vous voyez bien qu'ils savent qu'ils n'y arriveront pas, Mmh. jusqu'à l'âge de la retraite. Donc ils le savent, c'est leur vécu au travail, pas de reconnaissance, pas de perspective. Ils vont dans la rue et ils disent ça et le gouvernement, n'en tient pas compte. Donc c'est vraiment un Mmh. parallèle, si vous voulez, Ah non, tout entre à fait. ce Mmh. que je vis au travail et ce que je vis dans le débat public, donc un mépris, manifeste. Vous avez vu les résultats des élections, 1 an après, en Tout à juin fait. 2024. Puis on va voir là, mais Mmh. voilà, cette montée du ressentiment, donc ça, c'est pour la dimension politique. Pour la dimension, environnementale, si on est dans la recherche du profit ou moi je dis aussi la recherche de l'intensification du travail et d'une productivité quantitative, on se soucie peu de l'impact environnemental, mais aussi, on pourra le dire, de l'impact social, de l'activité de l'entreprise et de l'activité des salariés dans l'entreprise. Et on voit combien les discours RSE ont été des discours et ne se traduisent pas, en tout cas, dans les chiffres d'émissions des entreprises ou dans le bien-être au travail. Et puis, pour ce qui est de la dimension économique, c'est, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de montrer l'impasse qu'il y a à, comment dire? Écraser le travail sous, des directives par le chiffre. Donc ça, c'est aussi ce que Thomas et Coralie ont montré. C'est le management par le chiffre, par les objectifs qui visent à intensifier, toujours plus. C'est pas plus d'heures, c'est plus de choses produites en 1 heure de Ouais, bien travail. sûr. Eh bien, ça patine. C'est-à-dire qu'on voit bien que la France, a du mal à produire non pas plus, mais produire mieux et à produire tout court. C'est ça le problème, c'est qu'en France, on est une économie très peu productrice, en fait, désindustrialisation, perte de beaucoup de choses, parce qu'on a épuisé à la fois la machine productive, mais surtout les salariés, à force de leur, mettre la pression. Donc, il y avait ce modèle d'hyperproductivité où en gros on disait: «Bah, de 35 à 55, là, tu vas vraiment être bien rentable pour nous». Mais les gens, avant 35, ils ont du mal à trouver du boulot, c'est les jeunes. Mmh. Puis après 55, on essaye de s'en débarrasser parce qu'on les a bien, Mmh. bien pressurisés. Mais vous voyez, 20 ans de Pressurisation. production, par rapport à 43 ans de carrière soi-disant, c'est pas la bonne logique, quoi. Donc, cette pression sur le travail, ce management par le chiffre, vertical et distant, cette obsession du coût, est délétère, y compris en matière de prospérité économique. Alors justement, est-ce qu'on peut, c'est une question un peu rhétorique, mais est-ce qu'on peut améliorer la qualité du travail justement sans se soucier, enfin sans réfléchir à un nouveau modèle économique? Donc ça, c'est la question que je voulais vous poser, Coralie. Parce que j'ai l'impression qu'on, politiquement parlant, on n'aborde pas les questions dans ce sens-là. On fait des silos entre la qualité du travail et le modèle économique. Enfin, j'ai pas trop entendu ce terme-là, mais bon, c'est d'autres termes. Et enfin, les deux sont liés, donc comment on fait? Enfin, voilà, comment on peut bousculer les choses, changer les choses, justement, en réfléchissant sur le modèle économique? Parce que là, on est sur l'hypercompétitivité, la concurrence, ce que vous disiez, la gouvernance par les chiffres, pardon. Donc, là, je voulais un peu avoir votre lecture. Ce qui est sûr, c'est que en posant centralement la question du travail, hein, du travail comme activité, les finalités du travail, les conditions de travail, le vécu au travail, ça implique de questionner de manière très critique le modèle économique. Euh, et ça, je pense que c'est la vertu, voilà, de ces deux ouvrages, hein, c'est de montrer à quel point la question du travail est politique. C'est pas qu'une question technique, d'organisation, Ouais. stricto sensu. C'est que c'est un véritable levier pour questionner notre modèle économique et sa performance. Comme l'a dit Bruno, euh, le mal-travail a un coût économique en termes de performance, puisque c'est davantage d'absentéisme au travail, davantage d'accidents du travail, donc finalement une moindre productivité.
Or, et ça, il y a des travaux qui le montrent, on peut tout à fait concilier performance et mieux-être au travail en organisant autrement le travail, notamment en faisant des organisations plus plates, des organisations davantage apprenantes, en relâchant la pression et le contrôle sur les salariés. Les travaux notamment de collègues comme Nathalie Grinan ont montré que ces organisations-là sont également plus innovantes. Donc économiquement, on aurait intérêt à se poser les questions de l'organisation du travail et du mot à dire sur le travail Mmh. pour faciliter justement la performance, enfin encourager la performance des entreprises qui se trouvent là dans une impasse. On a entendu beaucoup d'employeurs à l'issue de la crise sanitaire s'alerter du manque d'attractivité de leurs entreprises. Alors c'est notamment vrai dans des secteurs comme l'hôtellerie-restauration, voilà des secteurs qui rémunèrent mal, mais qui offrent aussi de mauvaises conditions de travail. Donc cette question de l'attractivité des salariés, de la fidélisation des salariés, elle doit amener à se questionner sur, encore une fois, l'organisation et les conditions de travail. Ça, c'est purement français ou parce que les exemples que vous donnez d'organisation plate, apprenante, est-ce qu'on en voit plus en, je sais pas, en Allemagne, Oui. est-ce que Ce qui est moi purement français, c'est de ne pas le faire. non, c'est intéressant, Là, pourquoi? on a un article de Salim Benamou dans le premier ouvrage qui montre qu'on est à 40% d'entreprises dites apprenantes. C'est du 60 ou 70% en Allemagne, dans les pays nordiques. Ah oui, d'accord. Et nous, ça recule en profit du Lean, qui est ce management. Alors, en plus, le Lean à la française, qui est vraiment un Taylorisme management amélioré. avec une pseudo-autonomie des équipes, on va dire ça D'accord. comme ça, une pseudo-autonomie des équipes qui, en fait, leur fait porter le chapeau et la responsabilité des performances en leur mettant la pression dessus, en prétendant qu'ils sont autonomes, mais en fait, ils Ouais. doivent rendre des comptes plus que d'avoir cette capacité à auto-organiser le travail, à le faire évoluer en fonction du ressenti, de ce l'on constate à la production, etc. Donc, c'est ça le problème français. Après, vous avez du mal-travail Ouais. partout, vous avez des problèmes d'attractivité, mais là encore, on a un problème d'attractivité dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Bon, nous, je n'ai pas vu qu'on ait amélioré fondamentalement ni les conditions de travail ni la rémunération. L'Allemagne ayant constaté cela, a organisé une négociation collective qui débouche sur une convention qui fait qu'ils sont payés à le SMIC plus 20%. Elles Ouais. sont payées donc voilà, il y a, Oui, les mais problèmes sont partout. l'utilité dont on Le problème parlait. de la France, c'est de ne pas vouloir mettre en place les solutions qui sont bien connues. Ce qu'on a rassemblé, ce n'est pas non plus révolutionnaire. Moi, je voudrais juste dire une chose. Quand on dit qu'il faut changer le modèle économique, ça ne veut pas forcément dire voilà, mettre fin à tout ce qui existe. Parce qu'au XIXe siècle, quand on a constaté que ne pas faire de prévention, ne pas améliorer les conditions de travail dans les mines, posait des problèmes aux salariés, ça a amené beaucoup de dispositifs sociaux, donc notamment autour des accidents du travail dans le secteur manufacturier. Et on a changé de modèle parce que c'est le début de la protection sociale, c'est le début de la sécurité sociale, la mise en place des assurances accidents du travail. Donc changer de modèle, c'est aussi constater les difficultés, chercher des solutions parfois ensemble, en tout cas les mettre en œuvre. Et ça fait sacrément évoluer le modèle, puisque entre l'industrie manufacturière, le capitalisme industriel du milieu du 19e siècle et celui qui fleurit après la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et vous voyez, voilà, et là, il y a un enjeu du même ordre aujourd'hui, c'est de constater la grave crise du mal-travail et trouver des solutions fera évoluer le modèle et nous poussera peut-être vers Changer un les choses. environnement et des productions plus qualitatives. Alors justement, il y a un chapitre du livre où donc c'est Christine Herel qui en parle. En France, la qualité de l'emploi n'est pas seulement ce que décide une entreprise. Il y a aussi, on parle de régulation nationale et internationale. Euh, la question, c'est est-ce que sur ce terrain, c'est plutôt positif ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on est enserré dans une régulation qui nous empêche d'avancer ou de ce que vous dites, faire progresser peut-être au niveau de certaines corporations ou métiers, ou
ou le contraire, en fait? Je continue à parler des lois sur les assurances accidents du travail. Donc évidemment, des patrons à l'époque ont dit bah voilà, des règles supplémentaires, on ne va plus pouvoir produire, vous nous forcez à mettre des barricades autour des endroits de travail élevés, vous nous forcez à attacher les salariés s'ils sont en hauteur, enfin vous voyez, et donc on ne va plus pouvoir produire. Bah non, on a simplement exclu ceux qui considéraient comme simplement une variable quantitative le décès de leurs salariés dans un accident au travail. Voilà, c'est un droit des êtres humains, un droit social des êtres humains qui a configuré le monde de la production. Et donc, c'est là où c'est important de dire qu'effectivement, les accidents du travail, ils se passent dans l'entreprise. Que ce dont on parle, le droit à son mot à dire, la façon de compter le coût pour l'entreprise de l'absentéisme, voilà, un ensemble de choses, c'est dans l'entreprise que ça se passe ou dans les services publics, mais c'est bien par l'adoption de règles collectives, soit par convention, négociation, soit par loi, que l'on crée cet environnement qui va favoriser le qualitatif. Là, il y a un débat avec le patronat, y compris celui qui est le plus social. Nous, on a interrogé par le biais du journal Le Monde certains patrons sur nos idées. Ils disent c'est très bien, mais laissez-nous le faire de notre propre initiative. On ne veut pas de règles supplémentaires. Sauf que voilà, on est donc soumis au bon vouloir social de certains patrons, et il y en a. Mais évidemment, ils vont très vite tomber sur l'argument de la concurrence. Ça nous coûte plus cher, donc on ne peut pas le faire. Et c'est là où on a besoin de règles communes. C'est d'ailleurs ce qui s'est fait aussi au niveau européen. Toutes les directives sur la santé et la sécurité au travail adoptées dans les années 90 notamment ont permis d'améliorer les choses. On voit bien dans les chiffres européens, y compris français, il y a une amélioration de l'état de santé au travail, une baisse des accidents du travail grâce à une législation européenne. Pourquoi on l'a fait au niveau européen ? Pour éviter qu'il y ait des distorsions de concurrence, que certains puissent faire de l'argent sur le dos de la santé, voire de la vie des salariés, et d'autres pas. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle on a besoin effectivement de régulation collective, soit par la loi, soit par la négociation collective, pour faire en sorte que les entreprises adoptent des pratiques décentes, des pratiques qui tiennent compte des droits humains, des droits sociaux, et puis des pratiques, en fait, c'est aussi ce qu'on essaie de dire, qui les orienteront vers une productivité qualitative qui sera aussi bénéfique aux entreprises et à leurs actionnaires. Ouais, je comprends. Et j'avais aussi une question, c'est est-ce que parce que vous faites beaucoup de recherches, enfin, la recherche est prolifique justement sur ces sujets-là. Est-ce qu'elle arrive jusqu'aux oreilles, entre guillemets, du patronat ou du monde de l'entreprise? Vous l'avez dit, vous avez fait via Le Monde des propositions. Parce que j'ai l'impression que voilà, il y a beaucoup, il y a des livres qui sortent, il y a de la recherche. C'est parce que c'est un biais de ma part, je m'y intéresse, donc je lis beaucoup de choses. Mais du coup, je me dis, mais c'est fou, il y a comme un hiatus ou alors une digue qui n'est pas percée. Et du coup, ça n'arrive pas. Ou alors il y a un déni, je ne sais pas. C'est une question. Et je vous pose, Coralie, je ne sais pas. Ou Bruno. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le fait d'avoir mis sur la scène la question du travail a donné lieu aux assises du travail, et le rapport issu des c'est vrai. assises du travail de Sophie Thierry et Jean-Dominique Sénard partage, je dirais, beaucoup du diagnostic qu'on a fait dans l'ouvrage Que sait-on du travail. Perte de sens, voilà, aspiration à travailler autrement. De la même manière, il y a eu un manifeste qui a été rédigé par Jean-Baptiste Barfetti, Manifeste Travail, qui a mobilisé 10 DRH de très grandes entreprises, qui aussi convergent vers ce diagnostic. Je dirais que ce sur quoi achoppent ces rapports, c'est finalement qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'ils en restent en termes de propositions plutôt à l'idée qu'il faut que le management soit davantage bienveillant, mieux formé, en oubliant peut-être que, bon, d'une part, les managers sont aussi en souffrance au travail. Ils sont entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire c'est eux qui doivent être garants de la mise en œuvre des changements organisationnels et technologiques, de l'atteinte des objectifs, et en même temps, ils doivent manager, piloter des équipes où les personnes sont en souffrance, s'absentent pour raisons médicales, etc. Donc,
finalement, bien ces, grands patrons ou ces, dirigeants éclairés, ne vont pas jusqu'à, discuter et remettre en cause l'organisation du travail, qui reste fondamentalement une prérogative, patronale, qui n'est pas, donc, négociable dans Mmh. l'entreprise. Or, je pense que, ce que l'on se dit, là et ce qu'on a écrit, revient, finalement à aller jusque-là, c'est-à-dire à discuter la manière dont le travail est organisé, voire même à ouvrir la possibilité de discuter aussi sur les finalités, du travail, sur une base plus large, de manière à prendre en compte aussi les objectifs, environnementaux. Et j'allais dire dans un contexte, hein, et là je fais le lien avec ce que disait Bruno juste avant, où les régulations collectives sont certes nécessaires, mais ont été considérablement affaiblies avec, la loi travail et les ordonnances, de 2017. Mmh. 2017. Mmh. Donc on est dans un contexte où on a besoin de davantage de négociations collectives pour faire face aux enjeux à la fois de, déploiement de l'IA, de prise en compte de l'impact environnemental de nos activités, mais où finalement on a éloigné, les, salariés et leurs représentants des sphères dans lesquelles ces discussions peuvent avoir lieu. Donc, c'est, ce qui conduit, je pense, dans un certain nombre de propositions, à renforcer, le pouvoir des salariés, dans les négociations collectives. Et par différence avec ce qui se passe dans les pays d'Europe du Nord, hein, où il y a notamment la codétermination, Mmh. hein, c'est-à-dire les salariés ont véritablement voix au chapitre dans les instances stratégiques, des entreprises. Eh bien, en France, on est, assez en retard et on voit bien, qu'il y a une forme de défiance aussi, hein, des pouvoirs, politiques, économiques vis-à-vis, des corps intermédiaires et notamment, des syndicats. Donc on entend que vous avez une question sous-jacente récurrente. C'est pourquoi en France? Ou, est-ce que c'est Bah, c'est différent? intéressant de se dire Bah là, qu'est-ce qui se passe en France, c'est quoi. très clair. Mmh, mmh. C'est-à-dire que la France, avec d'autres pays d'Europe du Sud en fait, mais la Ah France est oui. un pays où la question de l'organisation du travail et la modalité de management sont de l'ordre de la prérogative patronale unique et exclusive. D'accord, C'est pas du tout. c'est culturel ça, Alors, attendez, avant l'explication historique, je Ouais. tiens à faire le constat Ouais, ouais. comparatif. Mmh. C'est-à-dire que c'est, le droit de propriété absolu, du patronat et du haut patronat, c'est-à-dire des Mmh. 3 ou 5 dirigeants de l'entreprise. C'est pour ça que les managers, les Ouais. cadres, pas seulement intermédiaires, même les hauts cadres nous disent, hein, quand, on présente mais nous aussi on souffre, hein, parce qu'on doit transmettre des décisions qu'on n'a pas Mmh. prises. Bien sûr. Ben, regardez le modèle allemand, le modèle, de codétermination. Vous avez 50 de salariés dans les grandes entreprises, mais grande définition qui commence assez tôt. Donc, la question de l'organisation du travail, des finalités de l'entreprise, du management est discutée avec les salariés. Dans les pays nordiques, c'est aussi tout à fait ce qui se fait, mais on pourrait parler d'une partie de la Belgique, on pourrait parler des Pays-Bas, on pourrait parler de la Suisse. Hein. Donc, c'est vraiment Europe du Nord, Europe du Sud. Cette prérogative fait que pour répondre directement à votre question, les patrons disent porte close, c'est notre problème. Commencez pas à nous raconter ce qu'il faudrait faire en matière d'organisation du travail et de management. Commencez pas à nous critiquer non plus, Ah oui. puisque nos travaux sont effectivement critiques de l'organisation du travail et de ses effets délétères sur les salariés et les performances des entreprises. C'est ça Ouais. qu'on veut dire aussi, beaucoup de pertes en ligne, de coûts cachés, comme dirait Laurent Capelletti. Donc, effectivement, la digue n'a pas sauté, le plafond de verre n'a pas sauté. À la question de pourquoi, on pourrait passer C'est ça, ouais. des années là-dessus. Il y a Thierry Barnes qui avait montré, ça vient beaucoup du système scolaire, qui est un système là aussi hiérarchique, élitiste, qui vise non pas à former tout le monde, mais à identifier les meilleurs et à les mettre au-dessus, et de bénéficier des meilleures classes, des meilleures filières, des choses comme ça, et à donner à ces élèves-là le sentiment de supériorité. C'est-à-dire que les élèves qui ont franchi toutes les étapes, y compris les classes préparatoires et rentré dans les grandes écoles créées par Napoléon, donc j'y reviendrai, le système, il date de Napoléon, notre système scolaire, il n'a pas bougé depuis. Eh bien, ils ont un sentiment de supériorité puisqu'ils sont passés devant tous les autres. Et donc, pourquoi leur demander, ou comment pourraient-ils imaginer demander leur avis à des subordonnés, comme on les appelle, à des inférieurs, comme ils le pensent dans leur tête, puisqu'ils sont passés devant tout le monde et qu'on leur a dit qu'ils étaient jupitériennement supérieurs, pour faire référence à l'incarnation ultime de ce sentiment de supériorité. Voilà. Et du coup, le pouvoir, c'est quoi? C'est le pouvoir de décider seul et d'imposer ses décisions aux autres. Voilà la conception du pouvoir en France.
La preuve du pouvoir, c'est que j'ai pu décider tout seul et tout le monde est obligé de faire ce que j'ai décidé. Il y a plein d'autres conceptions du pouvoir, hein, le pouvoir d'embarquer, le pouvoir de mettre ensemble, le pouvoir de définir ensemble un horizon. C'est pas du tout l'histoire française. Et donc il y a le système scolaire qui l'incarne. Il y a l'histoire, Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle, Jupiter. Voilà, vous avez ces figures emblématiques de la verticalité, de la distance, du sentiment de supériorité et du mépris de ce que les autres peuvent penser et dire. C'est intéressant. J'ai juste 2 questions. Les lois Auroux, elles n'avaient pas vocation justement à discuter du alors 82, ça date et justement, on parlait de régulation. Ça n 1 question, c'est est-ce que ça n'existe plus ou on les a écartées pour les raisons que vous avez évoquées? Et la deuxième question que j'avais sur les administrateurs salariés, est-ce que ça, c'est dans le cadre d'une plus de démocratie, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas de mots à dire, sur justement les grandes directives ou stratégies de l'entreprise? Est-ce que là, on s'améliore là, au niveau français? Heu, Alors, je veux bien répondre sur la partie les lois Auroux. Effectivement, les lois Auroux avaient érigé un droit d'expression directe et collective pour les salariés, mais droit qui est tombé un peu en désuétude, hein. Il préconisait voilà, des groupes d'expression hein, dans oui. lesquels justement les salariés auraient pu discuter du travail, mais les modalités prises par ces groupes d'expression étaient laissées à la négociation et finalement les entreprises se sont très peu saisies de cette possibilité de créer ces groupes d'expression, voire ont détourné leur usage par des cercles qualité Ah animés d'accord. par des managers, vidant en quelque sorte de sa substance hein, ce droit d'expression directe et collective. Donc voilà, le soufflet est un peu retombé. Il y a eu très très peu d'accords. Je voudrais mentionner ici un travail collectif de Camille Dupuis, Jules Sima, Alexis Louvion, qui est sorti tout à fait récemment sur les espaces de discussion sur le travail, hein, qui fait un peu le point sur cette question. Alors il y a eu l'ANI, l'accord national interprofessionnel de 2013 pardon, sur la qualité de vie au travail, qui a tenté de donner un nouveau souffle à ce droit d'expression en préconisant des espaces de discussion sur le travail. Mais l'ANACT, qui en a fait le bilan en 2019, a montré que, là encore, quand on laisse le droit d'expression à la main, je dirais, des employeurs et à la négociation collective, finalement, le rapport de force n'est pas suffisant dans beaucoup d'entreprises pour qu'ils prennent corps, hein, qu'ils s'incarnent Mmh. dans des dispositifs véritablement participatifs et démocratiques. Ce qui nous amène à faire les propositions de réinscrire hein, dans le Code du travail un droit d'expression renouvelé, notamment par de nouvelles instances de représentation collective avec des délégués au travail réel. Oui, Voilà. très intéressant. Donc voilà, le message, c'est quand on laisse à la négociation collective dans un pays comme la France, étant donné les rapports de force dont nous avons parlé, eh bien, ça ne prend pas, hélas. Je laisse peut-être Bruno répondre sur les administrateurs. Alors, sur les administrateurs, tant qu'on est à créer des ultra-minoritaires dans un conseil d'administration, C'est ça. il n'y a pas la capacité de peser. Là, il y a quelques travaux qui commencent à sortir qui montrent comment dire, l'isolement de ces personnes-là. Et isolement, un double isolement, c'est ça qui est terrible, c'est isolement vis-à-vis des autres, enfin, ou des actionnaires, mais aussi vis-à-vis de leur organisation syndicale. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le sentiment de mais est-ce que tu nous représentes bien? Voilà, Parce qu'ils peut-être n'arrivent pas à méfiance, dire ouais. voilà ce que j'ai obtenu. Ah oui, d'accord. Et donc c'est pour ça que c'est 50% en Allemagne, quoi. Enfin, c'est pas Ouais. 1 ou 2 sur 10 ou sur Bien sûr, 13, pour c'est peser, il faut du 50%. faut un nombre, Donc ouais. c'est Mmh. une façon de peser. Ce que moi je crois intéressant par rapport à tout ce qu'on dit là, c'est que le capitalisme allemand, capitalisme suédois fait confiance aux salariés. Il leur fait confiance à la fois pour participer à des décisions qui ne vont pas détruire l'entreprise, mais qui vont être prises à la fois pour la bonne santé de l'entreprise, mais aussi la bonne santé des salariés. C'est-à-dire que les deux sont intimement mêlés. On ne fait pas la santé de l'entreprise sur le dos de la santé des salariés et réciproquement. Nous ne sommes pas dans ce rapport de confiance. Entendez les discours actuels sur les Français sont des feignants, ils ne veulent pas travailler, il faut les forcer à travailler sans être rémunérés de façon supplémentaire parce qu'il y a pendant des jours de congé. Enfin, c'est vraiment un Mmh. discours, Ouais. c'est pas seulement pas de confiance, c'est vraiment un Défiance, ouais. discours de Mmh. défiance, de Mmh. mépris, de rejet des salariés. Et nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que
à la fois pour le bien-être des salariés, mais pour une économie qui soit, plus prospère, pas forcément dans la croissance quantitative, mais prospère parce qu'elle repose sur le bien-être de tout le monde ou en tout cas une majorité de gens, il faut changer ces pratiques-là. Je voulais ajouter qu'il y a une défiance vis-à-vis des salariés et une méconnaissance de l'intelligence que les salariés déploient au travail. Lorsqu'on parlait des managers, il y a vraiment cette idée en France que si on prescrit des tâches, elles vont être mises en œuvre de la manière dont elles ont été pensées, conçues par voilà, des managers ou des ingénieurs. Or, et ça c'est vraiment un des acquis des sciences du travail, hein, c'est que le travail prescrit n'est pas le travail réel. Donc, en situation de travail, les salariés déploient leur intelligence, leur expertise, et ça, ça devrait être un appui pour les entreprises, y compris face aux changements organisationnels et technologiques. Laisser de la marge de manœuvre, de l'autonomie aux salariés, c'est aussi favoriser leur adaptation aux changements en cours et solliciter leur intelligence. Parier sur l'intelligence au travail, eh bien, c'est aussi peut-être avoir des process de production plus performants. Et justement, pour revenir sur le fait de solliciter l'intelligence, des salariés ou l'intelligence collective, j'aime pas trop ce terme parce qu'il est un peu galvaudé, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez parlé, tout à l'heure, Coralie, des, représentants du travail réel. C'est quoi le Des terme exact? délégués au Délégués, ah travail ouais, réel, donc parce que ouais. c'est une des solutions qui est mise en avant sur le site, et dans le livre, je crois. Et du coup, je voulais peut-être en parler parce que c'est intéressant, vu qu'on parle de démocratie, d'expression, d'avoir son mot à dire. Peut-être que ça peut être une des solutions, à mettre en place. Je sais pas, il y en a sûrement d'autres, mais peut-être la présenter, à ceux qui nous écoutent, ça pourrait être intéressant. Alors, juste pour la replacer dans son contexte, donc après avoir travaillé sur le sens du travail et constaté que lorsque les salariés finalement trouvaient peu de sens à leur travail, eh bien, ils étaient plus souvent absents pour maladie, malades et moins performants, pour dire les choses rapidement. On s'est aussi rendu compte que lorsque les salariés avaient la possibilité d'être consultés, informés et d'avoir leur mot à dire finalement sur les changements qui impactaient leur travail, eh bien, c'était plutôt protecteur du sens au Mmh. travail. Mais que ça arrivait très rarement dans les entreprises que les salariés soient non seulement consultés, mais écoutés. Pourquoi? Eh bien, on a parlé d'intensification du travail. Il y a de moins en moins d'espace et de temps en entreprise pour échanger avec ses pairs sur le travail et faire remonter finalement les difficultés auxquelles les salariés sont confrontés dans le travail. Donc, on a mentionné les lois Auroux pour constater que finalement, elles ne s'incarnaient pas dans des dispositifs qui étaient présents en entreprise. Et donc, la proposition, ce serait effectivement d'inscrire dans le Code du travail, finalement, de réinstitutionnaliser ce droit d'expression directe et collective en créant finalement une forme de délégué du personnel, mais habilité et formé à recueillir la parole des salariés sur le travail avec un temps dédié. Et ce temps serait aussi finalement accordé aux salariés. Alors nous, on propose une demi-journée par mois, hein, pour pouvoir discuter entre pairs. Alors ça pourrait être au niveau de l'unité de travail, hein, de l'équipe, avec un délégué au travail réel qui ne serait pas le manager, voilà, sur ce qui fait obstacle finalement à bien travailler. Et alors l'idée, c'est que ça n'en reste pas un peu au bureau des plaintes ou au Oui, cahier de oui. doléances, Mmh. comme c'est parfois dit de manière critique, hein, mais que les propositions qui émaneraient des salariés remontent finalement en direction d'entreprises qui auraient le devoir de se prononcer dans un délai imparti. Donc l'idée, c'est vraiment d'assurer cette représentation des salariés au plus proche du travail réel, puisque les ordonnances, en supprimant les CHSCT, ont également réduit finalement, hein, la Mmh. couverture des salariés par les commissions santé et sécurité au travail. Donc c'est finalement davantage reconnecter les salariés et leurs représentants au travail réel et à faire en sorte voilà, que leurs préconisations, que voilà, les obstacles qu'ils rencontrent puissent
remonter aux directions d'entreprise. Et ce dialogue professionnel, est-ce qu'il n'est pas en confrontation, mais enfin, il empiète pas sur le dialogue social? Alors justement, je pense qu'il ne faut pas opposer dialogue Mmh. professionnel et dialogue social. Et je dirais les cercles de qualité, c'est-à-dire Mmh. les groupes d'expression à la mode des directions d'entreprise, hein, c'est-à-dire donner de nouveaux idées, mais ensuite on fera ce qu'on voudra, ou les boîtes à idées dans lesquelles les Mmh. salariés peuvent effectivement euh, dire ce qui leur semble de pouvoir être amélioré, mais pour lesquels ils n'ont pas de réponse, pas de reconnaissance, etc. Bon, ça, c'est clairement pas la bonne voie, hein. Donc c'est pourquoi nous, il nous semble que ces groupes d'expression sur le travail ne doivent pas être animés par des managers de manière à ce que cette parole puisse se faire en confiance et ne prenne pas le risque d'être confisquée finalement par les directions, ce qui n'empêche pas les managers d'avoir eux-mêmes des groupes d'expression entre pairs. Donc au contraire, je pense qu'il faut vraiment articuler les deux. C'est la raison pour laquelle on suggère que ces délégués au travail réel soient des représentants des élus, hein, D'accord, OK. comme sont élus les représentants du personnel sur des listes syndicales, et qu'ils soient formés, ça nous semble important aussi, au recueil de la parole sur le travail. Parce que c'est pas si facile finalement, et on s'en rend compte quand on fait des entretiens avec les salariés, de faire parler du travail. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les salariés font dans le quotidien de leur activité qu'ils ne verbalisent pas ou dont ils ne sont même pas conscients, Mmh, bien hein. sûr. Ces petites choses que l'on fait pour que ça fonctionne Travail invisible. quand on est Mmh. face Mmh. à des aléas. Donc pouvoir finalement verbaliser ce qui fait obstacle à bien travailler, eh bien, ce serait une nouvelle fonction, en quelque sorte, davantage étayée des délégués voilà, au travail réel. Et ça donnerait du temps aussi, ça permettrait un temps dédié à cela dans les organisations productives. Alors, c'est une proposition évidemment à affiner et à discuter plus largement, hein. Alors, on voit bien qu'il peut y avoir des obstacles. Qu'est-ce qu'une unité de travail Mmh. quand les organisations sont éclatées, que sur le même site, il y a des intérimaires, des freelances, etc. Donc, qu'est-ce qui fait la communauté de travail? Bon, on voit bien que ces questions doivent être adressées. En tout cas, il nous semble qu'en inscrivant ça dans la loi, voire dans le code du travail, on aurait de meilleures bases, voilà, pour se poser les questions que de laisser ça à la négociation collective. Merci beaucoup. Je vois que l'heure file, donc j'aimerais aborder un sujet, on en a un peu parlé, c'est le management à la française, sujet que j'aime beaucoup. Le mal français, c'est Laurent Capelletti qui en parle comme ça. Il utilise un terme qui m'a beaucoup intrigué, le Weber-Taylorisme. Donc un mélange de Weber, la bureaucratie de Weber, et du Taylorisme, enfin du productivisme à la Taylor. Euh, est-ce que vous pouvez peut-être revenir là-dessus, nous expliquer effectivement pourquoi on en est arrivé là en France, qu'est-ce qui coince? Il y a le rapport IGAS, hein, qui a fait Voilà. beaucoup de bruit, donc je pense que ça fait Une écho. fois qu'il a été publié. Oui, je sais qu'il a pris beaucoup de temps, mais bon, on en a un peu parlé, mais je voudrais Mmh. revenir là-dessus, parce que c'est vrai que je n'ai jamais entendu ce terme, voilà, ce néologisme mixé là. Donc, nous expliquer pourquoi on en arrive là. Est-ce encore une culture française? Je ne sais pas. Je crois. Max Weber, c'est un grand sociologue allemand qui a écrit Oui, sur beaucoup de choses, mais oui, notamment sur la oui, bureaucratie. tout à Donc c'est fait. cette dimension-là. Oui, oui, oui. Si Laurent Capelletti parle de Webero-Taylorisme, la Ouais. première chose, c'est que l'organisation du travail débouche sur des organigrammes, Mm, sur des responsabilisations d'unités, sur du silo, bien sûr. Mm, beaucoup. Donc ça, c'est la bureaucratisation de l'organisation du travail, dont la sociologie des organisations, qui est une école française de sociologie, a pu démontrer que c'était vraiment un tropisme très français, hein, le tropisme organisationnel. Et tayloriste, il faut revenir quand même sur l'esprit tayloriste. C'est l'idée qu'il est possible de décomposer une activité productive en différentes tâches, les plus simples possibles, et que ces tâches-là, une fois qu'elles sont définies, on peut les attribuer à des salariés. Alors là, c'est vraiment Charlie Chaplin dans les temps modernes. mm.
Et une fois qu'on lui a attribué 5 à 10 tâches simples, après on peut lui faire accélérer le rythme. Ce qui est assez intéressant, c'est que Jérôme Gauthier et Coralie, dans Que c'est ton du travail, parlent de néo-taylorisme. C'est que on voit bien combien beaucoup d'usages des technologies nouvelles visent à redécomposer les tâches, mais en plus de pouvoir les définir et les contrôler avec une tablette, avec un algorithme, etc. Donc on On reste rentre dans dans la cette sphere-là. surveillance Et là, vous voyez bien que ce taylorisme-là, dont parle Capelletti aussi, c'est l'idée qu'il est possible de prescrire le travail, prescrire des tâches, de dire bah, toi tu dois faire ces tâches de A à C, et puis le suivant fera de D à F. Et il n'y a pas du tout l'idée de la cohérence entre les tâches, d'autonomie, de ce bricolage, cette adaptation des choses, puisqu'on a simplifié. Peut-être que ça a pas mal marché pour construire des voitures simples. C'est la Ford T, c'est vraiment ça. Ça marchait. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'historiquement, ça vient des abattoirs où il y avait des chaînes. Donc, il y avait la carcasse du bœuf qui circulait et on coupait les bouts au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment ça. D'accord. Très bien, c'est dans un monde de production relativement simple. Et Ford lui-même le disait, moi ce que je veux, c'est produire les voitures les plus simples possibles, sans options, sans complexité. On n'est plus dans cette économie-là. On est dans une économie de la complexité, de la qualité, de l'innovation, où c'est très difficile d'imaginer de pouvoir décomposer la production en tâches simples. Et pourtant, on en reste dans cette vision, du côté en tout cas de ceux qui organisent le travail et donc définissent les tâches des autres, on en reste dans cette vision-là, et plus en France qu'ailleurs, véritablement. On le voit par exemple à la distance, y compris géographique, qu'il y a entre l'endroit où le travail est conçu. C'est une grosse partie des consultants, donc c'est vraiment très loin du travail réel. Mais y compris quand on regarde où travaillent aujourd'hui ceux qui définissent le travail des autres, ben, ce n'est pas sur le même endroit que là où on produit. Ouais, Donc c'est vous vrai. voyez, cette distance géographique, elle incarne le problème de ne pas connaître le travail réel, de ne pas prendre la mesure de toute cette capacité innovative, adaptative, créative des producteurs. Et là, on a un problème à la fois de la façon dont on traite ceux qui sont à la production, des biens ou des services, hein, mais aussi de l'efficacité. Mais aussi On de dépossède l'efficacité. aussi, pour le coup, le travail. Parce que je Voilà, crois que c'est l'idée, c'était aussi très clair. de pouvoir interchanger les gens parce que les tâches étaient Complètement. très, très simples. Enfin, je pense qu'il y Oui, avait cette oui, complètement. vocation-là. Complètement. Et Alors, on peut du peut-être coup, quand même, ouais. pour ne pas rester dans l'abstraction, hein, très concrètement, vous avez dans les entrepôts des algorithmes qui disent à la personne dans l'entrepôt où est-ce qu'il doit prendre les choses pour construire sa palette et ce qu'il doit faire. C'est vrai. Vous avez... C'est les casques, c'est ça? oui, Où c'est il ça, est oui. C'est un algorithme qui parle. Voilà. Vous avez dans les ateliers de production de plus en plus de machines définies par des algorithmes qui cherchent à réduire tout temps perdu, tout temps de pause, toute erreur aussi, mais qui donc met le salarié, en gros, on veut sa main, parce que ça, les robots, on ne sait pas encore faire, et puis le reste, c'est la machine qui définit. Mais aussi dans les EHPAD ou dans l'aide à domicile, vous avez une tablette qui dit voilà les tâches que vous avez à faire en 2 heures et voilà combien de temps vous avez pour telle tâche et telle tâche. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce type de néo-taylorisme un petit peu partout dans les différents secteurs de production. Ça abîme le travail, ça crée des gens décérébrés, fatigués, en perte de sens, en mise à distance, puis des gens épuisés à la fois physiquement parce qu'on a intensifié leur activité, mais épuisés, comment dire, émotionnellement, dans la mesure où on les a, comme vous le disiez, on leur a pris la capacité On n'est à plus dans définir l'œuvre, on le n'est plus sens dans de l'œuvre là. voilà, Enfin, on on n'est n'est plus plus du tout. dans... Pour citer Hannah Arendt. C'est intéressant parce que ça fait écho à. J'accélère un peu, c'était pour aller à venir au sujet de l'IA. Parce que vous avez plusieurs scénarios en fait concernant l'IA. Il y en a un, c'est justement l'intensification justement avec l'IA. Au lieu de nous augmenter, ça pourrait tout à fait intensifier le travail. Et du coup, on nous vend souvent que ça nous dégage du temps pour faire autre chose. Mais voilà, je voulais peut-être revenir là-dessus sur votre vision de l'IA sur le travail, les scénarios que vous envisagez. Et voilà, comment faire pour justement réguler peut-être, comment dire, l'IA dans les entreprises, dans les activités, pour éviter tout débordement et dérive. Oui, pour prolonger ce que disait Bruno, c'est vrai que la diffusion de l'IA dans les entreprises, dans les organisations productives, elle est souvent pensée comme un problème technique, c'est-à-dire quelles sont les tâches
que va pouvoir effectuer l'IA et donc, par conséquent, quelles professions vont disparaître Ouais. ou bien voilà, devoir complètement enfin, être recomposées. Et ça n'est pas qu'une question technique, c'est une question politique, car finalement, l'allocation des tâches dans les emplois, la manière dont le travail est organisé, c'est une question politique aussi de savoir ce que l'on veut en termes de santé des salariés, en termes de rythme de production. Et donc, ce scénario du remplacement des travailleurs par l'IA n'est pas inéluctable. Alors, il pourrait y avoir un scénario qu'on appelle de complémentarité des qualifications, où effectivement l'homme serait inféodé en quelque sorte à la technologie, à la machine, se verrait prescrit son travail par l'IA. Alors ça pourrait concerner, alors on a parlé là des opérateurs de la logistique, hein, qui sont des travaux réputés, des emplois réputés plutôt non qualifiés, mais ça pourrait concerner des salariés dans des professions plus qualifiées, par exemple je sais pas, des contrôleurs des impôts qui se verraient prescrits par l'IA les ménages ou les entreprises à contrôler, les dépossédant effectivement de leur expertise sur les sujets. Euh, et on pourrait avoir alors un scénario où là, effectivement, l'IA serait utilisée pour enrichir le travail. Alors peut-être au risque aussi d'intensifier le travail, hein, parce que on sait bien que quand on a un travail peut-être créatif, et bien faire certaines tâches peut-être plus monotones ou répétitives, bien peut permettre aussi de faire un temps de repos Ouais. dans le travail. Donc tout ça pour dire que les usages et les scénarios d'implémentation de l'IA sont ouverts et ce qui nous semble important, c'est de mettre en lumière la nécessité de régulation collective du déploiement de l'IA. Alors il y a un prix Nobel d'économie d'Haron Acemoglu qui a attiré l'attention sur ce sujet en disant si on laisse les entreprises se saisir de l'IA comme bon leur semble et d'en faire les usages qu'elles souhaitent, eh bien, on sait que c'est le scénario du remplacement qui va prédominer. Et on sait aussi que l'IA va être utilisée, comme les outils numériques antérieurs, hein, pour accentuer le contrôle du travail et la surveillance des salariés. Donc, pour qu'un prix Nobel comme Daron Acemoglu alerte en disant qu'il faut des régulations collectives pour une pro-worker IA, c'est-à-dire une IA véritablement en faveur des travailleurs, c'est qu'il y a, semble-t-il, péril en la demeure. Mmh. Donc on revient hein, à cette question de la démocratie en entreprise, de la démocratie, je dirais tout court, hein, en favorisant l'expression et le mot à dire des salariés sur leur travail. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a très peu de négociations actuellement, négociations collectives Sur l'IA. sur l'IA en France. Il y a des travaux en comparaison internationale qui montrent que là où il y a ces négociations collectives, eh bien finalement, l'IA a des effets plutôt appréciables sur le travail en termes de productivité et de santé des salariés. Donc il faut aller dans cette direction. Dernière question, du coup, ce sera sur le low cost. Quand même, je voudrais qu'on en parle parce que c'est un de vos chapitres. Donc, vous concluez le livre justement en proposant une nouvelle stratégie de prospérité, passer du low cost à la qualité pour tous et toutes. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que c'est que le low cost en France et justement quelle stratégie économique et sociale peut-on opérer en fait pour passer de ce low cost à voilà peut-être à cette qualité, à cette prospérité du travail, mais du coup de l'économie aussi. Donc j'imagine qu'il y a une symétrie de ce côté-là. Alors, le cost, ça veut dire le coût le plus bas Mmh. possible. Et en fait, si vous écoutez le discours dominant, il s'entend à peu près dans toutes les rubriques écho des différentes radios. Quand on parle du travail, on lui associe immédiatement un mot, c'est le mot de coût. Le problème de la France, c'est le coût du travail. Le problème des entreprises, c'est le coût du travail. Voilà, l'université du MEDEF, je pense que ça a été, je n'ai pas compté, mais c'est plus que des centaines de fois que le mot coût du travail, que ce soit les cotisations sociales, le salaire, mais aussi les règles qui seraient un facteur de coût du travail. Donc le travail a principalement été conçu comme un coût en France.
et la cause de tous les maux de la France, aussi bien le chômage que la difficulté à exporter, ont été conçus comme dus au fait que le travail est trop cher en France. Conçus par qui? Bah, par des économistes, comment on appelle, mainstream, hein, qui expliquent que ça. Du coup, la solution, elle est assez simple. Il faut faire baisser le coût du travail pour pouvoir faire baisser le chômage et accroître nos capacités exportatrices. Et du coup, aussi bien les gouvernements que les entreprises s'y sont mis depuis 40 ans. Donc, on a une baisse ciblée du coût du travail à la fin des années 80 pour faire en sorte que les entreprises embauchent les jeunes et les salariés vieillissants. Et puis, on a une baisse générale du coût du travail par les exonérations des cotisations sociales qui commencent en 1993 et qui ne cesse d'enfler, enfler tellement qu'aujourd'hui, on consacre plus de 80 milliards d'euros par an à faire baisser le coût du travail. Ces politiques ont été évaluées par des économistes, les mêmes parfois, et on a constaté que ça avait très peu permis de créer des emplois. En tout cas, le coût par emploi créé est faramineux, c'est 120 000 euros ou 180 000 euros par emploi créé. Donc c'est beaucoup d'argent, alors qu'on ferait un financement direct, ça coûterait beaucoup moins cher, ça coûterait 36 000, 40 000 euros pour le type d'emploi qui sont soi-disant créés ou préservés. Ça n'a pas du tout permis d'améliorer la capacité exportatrice de la France. Donc on le voit dans les chiffres tout bêtes, mais ils ont démontré qu'il n'y avait pas de mécanismes causaux à l'œuvre. Et malgré ça, eh bien, on maintient la chose. Du côté des entreprises, pareil. On voit bien que si le travail est trop cher, on va aller produire ailleurs. Donc on a beaucoup plus délocalisé en France que chez nos voisins européens. 25 000 emplois délocalisés par an depuis 30 ans, c'est quand même massif, et c'est beaucoup plus qu'à l'étranger. On a aussi fait beaucoup de sous-traitance, à la fois pour sous-traiter la pénibilité, hein, le travail est 2 fois plus pénible, en gros, pour aller vite dans la sous-traitance, mais aussi pour essayer de limiter les coûts. On n'a pas embauché ou retenu ceux qu'on estime trop chers, donc les jeunes, parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience et de productivité, donc on les embauche quand ils auront leur première expérience. Vous voyez le problème dans lequel les jeunes se trouvent, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir cette première expérience. Et on a fait partir le plus vite les plus chers, donc les vieux. Et ça, les entreprises continuent de le faire par différents formats. Et puis finalement, l'intensification du travail. Puisque vous êtes si cher, on va essayer de vous faire produire plus. Donc tout ça, c'est une approche quantitative de la question qui a complètement éliminé la problématique de la qualité, mais aussi bien la qualité du travail, des qualifications, etc., mais la qualité de nos productions. C'est-à-dire que cette obsession sur le coût du travail n'a pas posé la vraie question qu'on devrait poser à l'économie française, c'est qu'es-tu capable de produire? Et on produit des choses de moyenne gamme, de moyenne qualité, où effectivement la concurrence internationale est majeure. Et au lieu d'avoir une stratégie de montée en qualité, qui est d'ailleurs la stratégie du luxe et de l'aéronautique, d'Airbus en France, mais c'est, j'allais dire à peu près tout, il y a d'autres exemples, mais il n'y en a pas beaucoup. Au lieu de s'asseoir sur l'idée que ce qu'il faut pour la France, c'est de la qualité, d'abord parce que ça fait partie de notre culture, parce que ça correspondrait beaucoup mieux à nos atouts économiques, des salariés intelligents et investis, en fait, qui croient au travail, et que ça permettrait de nous positionner vis-à-vis de nos consommateurs français. Hein, les Français, ils n'achètent pas forcément français, mais aussi à l'international. Donc ce positionnement de qualité a été complètement évacué des débats, et même parfois rejeté par le patronat en disant c'est trop difficile, on n'y arrivera jamais, c'est pas la voie, il vaut mieux baisser le coût du travail. Bah oui, parce que c'est un peu plus simple à faire. Le gouvernement le finance. Bah si, c'est simple de faire baisser le coût du travail. Vous mettez 80 000 milliards sur la table tous les ans auprès des entreprises, plus les aides diverses, et vous pressurisez les salariés. Et, bah, le problème, c'est qu'on voit le résultat, c'est que ça ne marche pas économiquement, et puis ça a abîmé le travail, et ça a abîmé beaucoup de salariés.